Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette dernière conférence dédiée là, du printemps de l'activité du RAIM. Donc, on vous remercie d'être présent et présente à cette activité. Cet après-midi, ce midi, on reçoit M. René Bouffard, directeur de Pères séparés, qui vient nous entretenir des outils puis de l'intervention qu'ils mettent en place pour accueillir la demande d'aide des hommes qui vivent une rupture conjugale. Donc, on vous souligne aussi que la conférence est enregistrée. D'ici demain ou vendredi, on va vous envoyer une communication pour vous transmettre le lien, les documents qui seront présentés et aussi un petit sondage d'appréciation sur l'activité, ainsi qu'un certificat de participation à l'activité. Donc, la conférence est de midi à 1 heure. M. Bouffard va présenter l'environ 45 minutes, puis après ça, on va prendre des questions que vous pourrez poser par la caméra ou par la zone de clavardage. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à René Bouffard. Puis encore une fois, merci d'être présent. Merci, Pierre. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, on est correct, Pierre? Tout est beau? Parfait, good. Écoutez, je vais faire quand même assez rapidement parce que ce que je vais vous présenter en 45 minutes, normalement, on le fait en une journée ou 2 jours de formation. Donc, je vais m'en tenir à l'aspect de l'accompagnement psychosocial plutôt que d'y intégrer en plus le volet juridique. Si jamais il y a un intérêt, on pourra revenir et vous présenter un peu les ressources et outils juridiques qu'on fournit aux pairs parce qu'il faut que vous sachiez que la grande majorité des appels qu'on reçoit à pairs séparés, et ils sont avant tout d'ordre juridique. Le gars nous appelle, sa demande, elle est juridique, mais son besoin, c'est le lien par-enfant. OK, donc, voici un peu, évidemment, je n'aurai pas de réponse à toutes vos questions, mais je vais essayer de vous fournir le maximum de pistes possibles. Comme je vous le disais, pour nous, l'aspect juridique n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, on ne peut pas l'ignorer, il en fait partie, il y a un aspect légal quand même qui est important quand on se sépare et davantage lorsque le couple est marié, hein, il y a la question du patrimoine et ainsi de suite. Notre accompagnement à nous considère beaucoup les particularités masculine, le fameux modèle de Brooks qu'on va voir tout à l'heure, et il s'appuie vraiment sur des principes de collaboration et de coparentalité. Ce qu'on dit, c'est que les deux parents viennent à se parler pour leur bien-être dans un premier temps, mais également aussi, surtout pour celui de leur enfant. La souffrance et les pertes liées à la séparation, ça n'a pas de genre, dans le sens que le père comme la mère vont souffrir de ça, et particulièrement s'il y a un conflit entre les deux, si ça brasse entre les deux parents. Et évidemment, comme il avait été mentionné dans un article publié par Diane Dubourg et Jean-Martin Delaurier, que Pierre va vous attacher, va vous donner lorsque les présentations seront terminées, sur l'intervention auprès des hommes, où on a analysé notre modèle, où il est dit que les pères en difficulté constituent un enjeu de santé publique qui peut mener évidemment au suicide, aux homicides intrafamiliaux. Donc, nous, on est beaucoup dans de la prévention. Notre mission, elle est simple. Dans le fond, je vais vous résumer ça très simplement. Soutenir les pères, les hommes qui sont en transition familiale suite à une rupture d'union. Notre rôle, c'est de les aider dans leur rôle parental, mais surtout, principalement, et c'est la grande crainte des hommes, de préserver, maintenir le lien par-enfant ou de l'accentuer, de l'améliorer comme tel, tout en tenant compte de leur santé et leur bien-être respectif, mais, j'insiste sur le mais, en visant l'esprit de la coparentalité. Nous, on veut en venir à ce que les deux parents travaillent ensemble pour l'intérêt de l'enfant. Nos valeurs, très simple, je vous dirais, l'une des valeurs principales, l'écoute. L'accueil dans l'écoute. L'écoute, là, on pourrait la répéter une centaine de fois, c'est le majeur. Le gros de notre intervention est basé autour de ça. C'est de l'écoute sans jugement, évidemment, basé sur les besoins et les forces de chacun. Je veux dire, on essaie d'aller puiser, aller chercher les informations à travers cette écoute-là qui est quand même accentuée, agrémentée par de la relation d'aide, beaucoup de relations d'aide, du reflet et autres, le respect dans la diversité, nos 4 P, ça c'est important, je vous demanderai de retenir ça parce que ça joue un rôle important dans notre coaching, dans notre accompagnement auprès des pairs, présence, patience, persévérance et pardon. Présence, pourquoi? Parce que c'est une période extrêmement trouble, chargée sur le plan des émotions de façon importante. Donc,
le père va être conscient de ce qu'il signe, va être conscient de ce qu'il entend, surveiller ses gestes, ses paroles, pour s'assurer de bien faire les choses, de prendre des bonnes décisions, de ne pas signer un document, puis après ça, le regretter. Donc, bien lire, être sûr qu'il n'y a pas de point d'interrogation qui élimine toutes les questions qu'il puisse avoir. Patience et persévérance, parce que les experts vont vous le dire, ça prend, retenez bien ça prend entre 16 et 18 mois avant que la structure familiale se refasse. Donc, et ça, c'est s'il n'y a pas de conflit. Donc, ça prend du temps, ça prend de la patience, de la persévérance, de la force de travail, et s'il n'y a pas de conflit, 16 à 18 mois, pour en venir à une forme de pardon. Le père doit se pardonner, l'homme doit se pardonner des erreurs qu'il pense qu'il a faites ou des enjeux auxquels peut-être il n'a pas répondu correctement, pour en venir éventuellement à pardonner à l'autre, sa conjointe ou son conjoint et autres, tout dépendamment des cas. Mais point de pardon n'est possible si à ce moment-là, il y a un conflit. Ça, c'est Jean Monbouquet qui nous a aidé à établir le processus de deuil, qui nous l'a dit. Évidemment, on utilise le processus de deuil pour ça, pour en venir à viser la coparentalité, une collaboration dans l'intérêt de l'enfant, de son bien-être et de son développement entre les deux parents. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va dans l'aspect légal beaucoup plus proposer ce qu'on appelle, nous, la justice participative, médiation, consentement à l'amiable et autres, qui évite de judiciariser le processus. Autrement dit, de se présenter devant le juge. Au lieu de faire ça, est-ce qu'il y a moyen de s'entendre et de s'asseoir? Parce que la médiation, entre autres, met la table à beaucoup plus. Parce qu'on arrive à s'entendre, on prend des décisions importantes qui vont avoir des impacts dans le futur pour nos enfants et autres. Nos principaux services, ils sont de 4 ordres comme tel. Soutien téléphonique, au téléphone comme tel, avec des augmentations dans les 3 cas de façon importante depuis 2008. Okay? Cette année, c'est-à-dire au 31 mars, on a enregistré un nombre record d'appels, 1800, à vrai dire plus précisément 1781 appels. Des appels qui durent en moyenne entre 40 et 60 minutes. Le premier contact téléphonique. Des pères, des mères qui appellent pour leur fils, des grands-mères qui appellent pour leur petit-fils, des aidants, des proches, des amis qui veulent avoir des détails pour quelqu'un, des membres du réseau, hein, parce que comme on l'a indiqué ici, 50% de nos nouvelles demandes nous viennent d'une institution du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, c'est quand même important. On fait aussi des rencontres individuelles, tout ça majoritairement par Zoom. Okay? Par Zoom, par téléphone, un peu de présentiel. On recommence le présentiel, surtout pour les pères qui veulent venir nous rencontrer, qui tiennent à avoir un contact direct. Mais on est situé dans Hochelaga-Maisonneuve, mais on accompagne des pères des fois de Québec, des Laurentides, de Sherbrooke et d'ailleurs. Donc, on est régional, mais on couvre quand même, notre rayonnement est un peu plus large que cela. Et évidemment, notre groupe de soutien qui est notre outil phare. Ça, là, le groupe de soutien, c'est une véritable merveille. C'est difficile d'arriver à un niveau aussi élevé de changement de comportement, d'attitude et autres que par le groupe de soutien. Parce que les pères, entre eux, apprennent beaucoup, brisent leur isolement, se donnent des forces. Ça devient comme une genre de famille. Ils se créent des liens, des fois, des formes de mentorat entre un père qui a beaucoup cheminé dans son processus de deuil face à la séparation qui en accompagne un autre. Donc, le groupe de soutien, c'est notre outil principal et on mise beaucoup là-dessus. OK? Et évidemment, on n'oublie pas le côté juridique qu'on a depuis 2019, où on a la très grande chance, l'opportunité, je dirais, d'avoir un avocat qui nous accompagne gracieusement, qui accepte de rencontrer les pères une demi-heure pour discuter de leur dossier, voir un peu comment ça se passe, vérifier certains enjeux, les aider à se préparer pour un passage en cours. Dans le fond, un outil très précieux. Nous, on les rencontre, les pères, une demi-heure d'avance pour les aider à structurer leur message. Cette petite rencontre-là d'une demi-heure leur sert de préparation lorsqu'ils auront à rencontrer eux-mêmes leur propre avocat.
Les caractéristiques de ces hommes-là, écoutez, majoritairement, c'est des pères dits traditionnels, c'est-à-dire très dans l'action, qui veulent du concret, indépendant, souvent des pourvoyeurs, principal pourvoyeurs de la famille, qui vont beaucoup de difficultés, comme beaucoup d'hommes, on a de la difficulté à consulter, ou on consulte à la dernière minute, peu d'introspection, peu confiance, très peu de confiance au système en général. Ça, on le rencontre beaucoup, beaucoup. Des gars, des hommes, des gars, des pères dans 30 et 55 ans, au niveau de scolarité, je vous dirais aux extrêmes, qui ont tout juste un secondaire ou qui ont cégep et plus, OK? Qui occupent des emplois comme salariés, mais atypiques, OK? Souvent des travailleurs saisonniers, de la construction, dans des quincailleries. On a aussi un certain nombre de travailleurs autonomes également. Donc, et avec des revenus, je vous dirais, comme vous pouvez le constater, là, qui sont de moins de 25 000 ou entre 25 et 40 000 Parmi les plus démunis en ce qui a trait aux revenus, je vous dirais, c'est, oui, ceux qui ont moins de 25 000 mais par contre, qui ont accès à l'aide juridique. Les pères qui sont entre 25 et 40 000 eux sont vraiment mal pris pour une simple et bonne raison, qu'ils gagnent trop, probablement, pour avoir accès à l'aide juridique, mais pas assez pour être capable de se payer un avocat face à un conflit qui risque de perdurer des fois pendant des années. Donc, ce qui arrive plus souvent qu'autrement, ces pères-là se retrouvent avec, je vous dirais, une couche de stress supplémentaire là, avec la séparation où le financier rentre en grande ligne de compte. Les pères nous arrivent en colère, dépressifs, ont tendance à s'isoler. Heureusement, très peu quand même ont des pensées suicidaires ou qui passent à l'action. C'est l'exception comme telle. Donc, ça nous rassure à ce niveau-là. Comme je vous le disais, si je me réfère au modèle de Scoble, pour ce qui est des caractéristiques des pères, la majorité sont pour nous des pères traditionnels. C'est 80 de notre clientèle qui est à ce niveau-là. On a aussi des pères qui sont en transition, c'est-à-dire des pères qui sont en recherche d'équité, recherche des moyens de collaboration. Il y a plus d'ouverture, ils sont plus prêts. Et évidemment, on se retrouve, c'est une petite minorité, mais des pères qui vont venir peut-être juste pour s'aider à faire le deuil du lien affectif qu'ils ont créé avec la maman, qui ont de la difficulté à passer au travers. Donc, mais principalement, on est dans des modèles traditionnels ici où, plus souvent qu'autrement, sur l'aspect juridique, au départ, on va avoir des requêtes de déchéance parentale, retrait des droits d'accès, déménagement de la conjointe. En tout cas, le conflit est bien présent. Sur le côté émotionnel, beaucoup de sentiments d'injustice. Je vous le répète, nous, ça, c'est majeur. On l'entend presque dans une intervention sur deux, dans une prise d'appel sur deux, que grand sentiment d'injustice, d'iniquité, d'impuissance, d'abandon, trahison, d'humiliation. Des fois, on peut dans le déni, hein, pour un conflit, c'est rare qu'on se chicane tout seul. Donc, les deux parties nous reviennent, une partie revient à l'autre. Donc, être capable d'identifier ça, fuite d'émotions. Et évidemment, côté économique, le stress financier, parce que souvent l'unique pourvoyeur au niveau familial. On va regarder rapidement la séparation, ce que ça amène comme tel, mais la séparation, c'est un véritable choc de vie. C'est une souffrance extrêmement difficile à éradiquer. C'est une épreuve, je vous dirais, sans précédent, qui bouleverse la vie des personnes. Elle nous affecte à bien des niveaux, l'estime de soi, le regard des autres, le projet de vie, la structure, nos valeurs familiales. Okay? C'est un deuil. C'est pour ça qu'on a, nous, établi un processus de deuil avec la Maison Monbouquet, Jean Monbouquet, qui nous a beaucoup aidé en 98 à construire ce modèle-là comme tel qu'on utilise depuis le temps. OK? Mais je vous dirais, la séparation, ça nous atteint vraiment dans notre humanité. Pourquoi? Parce que ça s'attaque aux liens affectifs, aux liens d'attachement qu'on a tissés au fil des ans. Ces liens-là, ça nous forge comme être humain, ça nous aide à grandir.
à nous développer et ça donne un sens à notre vie. Donc, c'est majeur. Les chiffres le démontrent d'ailleurs. OK? La séparation et le divorce se situent, puis ça ne sort pas de notre tête ou de nous comme intervenants à part séparés. C'est l'Association canadienne pour la santé mentale qui a donné ces chiffres-là. La séparation, en particulier le divorce et la séparation de fait, est au deuxième et troisième rang des événements les plus stressants dans la vie d'un individu, tout genre confondu. C'est-à-dire, au-dessus de ça, c'est le décès d'un être cher. Donc, on peut comprendre que les gens sont dans tous leurs états. Et ils sont davantage, certains pères le sont davantage, parce que 7 fois sur 10, ils ne l'ont pas vu venir. 7 fois sur 10, c'est la maman qui va initier la rupture conjugale. Il va décider de partir. C'est la surprise, tu sais, je ne l'ai pas vu venir. Puis je vous dirais, des fois, quand on analyse, on regarde le dossier, je dirais plutôt quand on regarde le dossier, de la façon dont ça s'est passé, ne l'a pas vu venir ou n'a pas voulu le voir venir. Tu sais, on se complaisait dans ce qu'on vivait et autres, et puis en tout cas, c'était extrêmement difficile à percevoir. Évidemment, la majorité des grandes, puis là, je vous le dis, je tiens à préciser ça parce que tout au long de ma présentation est structurée là-dessus. 80 plus de 80 des séparations, je vous dirais, se passent quand même assez bien, sans qu'il y ait de conflit. Mais la balance, c'est un peu plus difficile. Nous, on reçoit le 10 plus intense, où le conflit est intense, majeur, marqué d'animosité, et c'est notre travail de les amener à réfléchir. On est beaucoup en mode prévention. Pourquoi? On veut éviter des suicides. D'ailleurs, l'étude a démontré que à Québec, en 2008, il y a une étude qui a démontré que 60 du nombre de suicides chez les hommes étaient reliés à une séparation. Et récemment, Pierre et son équipe du ROIM ont invité Carl Lacharité, qui nous a parlé un peu de la détresse. Je vais vous parler de notre milieu, là, comme tel, l'île de Montréal, où la détresse chez les hommes était, les pères, c'est-à-dire étaient d'environ 17 Et dans ce 17-là, lorsqu'on vérifiait ceux qui étaient en phase de séparation, on tombait à 40 Vous voyez un peu le saut, l'importance, l'impact que la séparation, quand je vous dis que ça s'attaque à notre humanité, les liens d'attachement qu'on a tissés au fil des ans. Les pertes sont multiples. Écoutez, je ne les passerai pas toutes. Je vais m'attarder sur les principales. Le lien par enfant, c'est la grande crainte de 90 des pères qui nous contactent. Je crains de perdre le lien avec mon enfant. Ma conjointe me dit, tu ne les verras plus, les enfants. Fais une croix là-dessus, tu n'auras plus tes enfants. Là, c'est la grande crainte. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux m'y prendre? Le rêve familial qui s'évanouit du jour au lendemain, qui n'existe plus. L'instabilité financière, parce que des fois, il y était deux à amener, comme on dit, l'argent à la maison ou les tâches étaient mieux réparties, et ainsi de suite. Du jour au lendemain, on doit se taper le double du travail. Ce que ça amène comme impact comme tel en termes de signes, attitudes et comportements sur le père traditionnel, bien, il a tendance à s'isoler. Au début, surtout au début de la séparation, il est dans le choc, il a de la misère à accepter, il va s'isoler, ça va lui prendre un certain temps avant de contacter. Il va faire plusieurs places et plus souvent qu'autrement, il nous arrive à persévérer en nous disant écoutez, j'ai fait le tour, allez-vous être capable de m'aider, là? J'en peux plus, je suis. La phrase standard qu'on utilise souvent, le gars, puis je le sais, je l'ai utilisé moi-même, je suis un peu séparé depuis 2016, puis Kian, je les ai contactés pour séparer, je leur ai dit écoutez, je suis à bout, là, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Le père va avoir tendance à compulser des fois, dans une phase de déni, ils vont compulser dans le travail, le sexe, le sport, la consommation, vous savez, c'est très difficile. Va exprimer plus ses émotions, toujours sur ses gardes, pas sûr, pas certain, parlera pas beaucoup, se dévoile pas beaucoup. Ce sont des signes qui sont très masculins et qui sont des caractéristiques de la masculinité, comme tel du modèle de Brooks, qu'on va voir tout à l'heure à ce niveau-là. Okay? Maintenant, si on regarde plus en détail l'approche, notre approche à nous à Pères séparés, comment on s'y prend, comment on adapte nos services pour les pères et autres. On fait, nous, de l'accompagnement et non de l'intervention psychosociale. On fait du coaching. Moi, j'aime à dire aux pères, on est là pour vous, les gars. On est là pour vous, mais avec vous.
Jamais on vous forcera à faire des choses que vous n'êtes pas prêt à faire. Si on pense qu'il y a un risque, on va vous en avertir. On va vous le dire. Il y a un risque si tu y vas de cette façon-là, si tu prends cette décision-là, si tu poses ce geste-là. Mais la décision finale leur revient. Et j'aime à dire, puis j'ai une façon un peu de l'illustrer, ceux qui aiment faire du ski, on est les bâtons de ski. Nous, on s'assure qu'ils tracent la voie, mais on s'assure qu'il ne s'en va pas hors piste. Ou s'il est pour perdre l'équilibre, le bâton est là pour le réajuster, le ramener dans le droit chemin. On mise beaucoup sur l'écoute. On écoute, on nomme, on reflète et on valorise, OK? Sans diriger, en évitant de diriger le moins possible. Pourquoi? Parce que les hommes n'aiment pas être contrôlés. On va diriger une façon de parler, on va le mettre en garde sérieusement quand on voit qu'il s'apprête à commettre une erreur. Un par exemple qui va me dire j'ai reçu une requête, là, une demande introductive d'instance de sauvegarde pour dans 2 semaines. Je n'irai pas perdre mon temps là. On lui dit attention, vous prenez un risque qu'ils prennent une décision sans vous et vous ne serez pas heureux du résultat. Donc, on est dans le comment plus que dans le pourquoi. Comment tu te sens, comment ça va, comment ça s'est passé depuis ta dernière rencontre, comment tu comptes t'y prendre pour relever cet enjeu-là. Donc, vraiment du coaching, okay? Plus que de l'intervention psychosociale, parce qu'on n'est pas des thérapeutes ici. Il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de travailleurs sociaux ou de gens. On est plus des pères qui ont vécu des séparations. On a reçu des formations sur l'approche auprès des hommes. On a nos propres expériences de vie. C'est comme ça qu'on aide les hommes qui vivent ces périodes difficiles. Notre accompagnement est vraiment adapté à aux caractéristiques de la socialisation masculine, le modèle de Brooks comme tel. Ce que vous voyez ici à gauche, ce sont les exigences de l'aide telles qu'on la connaît. Okay? Quelqu'un qui demande de l'aide, on va lui demander, on va s'attendre à ce qu'il dévoile sa vie privée. Les hommes ne font pas ça. Les hommes ne dévoilent pas leur vie privée, aiment conserver le contrôle, ils veulent se montrer en situation de force, s'expriment avec fierté. Tu sais, je vois Raymond Villeneuve du RVP qui avait eu un excellent titre une année, fierté d'être père. Je ne pense pas qu'il y ait un mot qui est plus représentatif de ce que peuvent être les hommes et les pères québécois comme tel. La fierté d'être père, ça c'est très important. Se sentent invincibles, vous savez, le chevalier en armure, là, prêt à défendre sa famille, indépendant, autonome, veut faire les choses par lui-même, exprime peu ses émotions dans l'action, dans le faire, la prise de décision, l'action. Donnez-moi des choses, dites-moi quoi faire. Veut éviter le conflit, va fuir. Un gars va dire, j'entends souvent, on était sur le point de chicaner, j'ai quitté la maison. Je suis parti parce que là, je sentais que j'allais faire une erreur ou que mes mots allaient ou pas penser ma pensée. Là. En tout cas, il dit, j'ai préféré quitter plutôt que de me mettre dans le trou. Et il va souvent nier sa douleur et sa souffrance. Curieusement, on a un sondage, on demande aux pères, nous, lorsqu'ils font leur inscription, on vérifie leur état de santé. On leur demande comment tu te sens, comment ça va. Ah, je suis en forme, je m'entraîne. Je m'entraîne 1 ou 2 fois par jour, je fais de la marche, j'ai de l'activité physique, donc ça va bien. Ah, c'est parfait. Et là, tout en parlant, je dors 3 heures par nuit. Tu sais, je m'alimente mal et autres. On s'aperçoit, je suis suivi je prends des antidépresseurs, mais je suis en forme, je suis en shape. Il n'y a personne qui va vous dire qu'il n'est pas en forme là-dedans. Donc, c'est important de creuser, d'aller voir au fond du sujet exactement comment les hommes se présentent. Et le constat paternel de pères séparés, c'est ça. Notre accompagnement, notre coaching est basé là-dessus. En tenant compte que les hommes comprennent ça, mais nous, on voit ça dans certains cas comme pas des éléments négatifs, des fois des éléments positifs. Un père qui est très contrôlant, c'est un gars qui a une forme de structure. Donc, on essaie de voir comment cette structure-là, il peut l'adapter, l'appliquer à sa séparation. Comment structurer ses journées, comment s'y prendre pour s'occuper des enfants et autres. Donc, on essaie de transformer le négatif en du positif, mais de la bonne manière. Parce qu'on vise, je vous le répète, on vise toujours une idée, un esprit de coparentalité. On veut que les parents apprennent à travailler ensemble.
Vous avez ici, je vous dirais, qu'il y a le cadre de référence global. Ça fait peur un peu, mais c'est très simple dans le fond. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Il y a 8 compétences là-dedans. Ça, nous, il faut qu'on maîtrise ça avant que quelqu'un puisse faire du coaching et de l'accompagnement auprès des hommes à père séparé. Il doit adhérer à ce modèle-là. C'est un modèle qui a fait ses preuves, qui existe depuis 20 ans. Il a été bonifié au fil des ans, même 25 ans. Ça fait plus de 25 ans depuis avril cette année qu'on utilise, qu'on bonifie ce modèle-là, expérimenté auprès de plus de 2000 pères qu'on a soutenus, donc qui ont été aidés par pères séparés. Écoutez, il y a 8 compétences. La première, c'est établir ses fondations. On veut que le père sache qu'on n'est pas des avocats, qu'on n'est pas des thérapeutes. Donc, le gars qui nous approche avec une question juridique au départ, on lui donne des pistes, mais on précise au papa, vous savez, monsieur, que je ne suis pas un avocat. Ce que je vous donne là, c'est de l'information, mais si je ne suis pas certain de ce que vous me demandez ou que j'ai une réponse intelligente à vous donner, je vais vous inviter à consulter. Okay? Je ne suis pas un thérapeute, je ne creuserai pas non plus. Si on voit qu'un père qui a besoin d'aide, qui a eu, je ne sais pas moi, agression sexuelle durant l'enfance et autres, on va l'inviter à consulter. On travaille beaucoup avec des partenaires là-dessus qui sont très forts à différents niveaux. Le processus de deuil, pour nous, c'est un élément clé. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, je vais vous le présenter. À travers le processus de deuil, on apprend, nous, on sait où le père se situe, OK? Et le père découvre où il se situe, il comprend mieux ses réactions. Ça lui aide à comprendre un peu ce qu'il vit, comprendre qu'il n'y a rien d'anormal et que la majorité des gars passent par ce processus-là comme tel. On établit une relation de confiance comment? Par l'entretien motivationnel. Comme je vous disais tout à l'heure, on informe, on sensibilise, on écoute beaucoup en évitant de diriger. On ne dirige, je le répète, que quand on voit qu'il y a quoi de sérieux. Quoi de sérieux qui peut lui causer des torts du côté de la justice ou de la tête à lui ou à ses enfants ou le gars qui nous parle qu'on sent qu'il, je ne sais pas, il est vraiment au bout du rouleau, on va aller valider immédiatement est-ce qu'il y a des idées suicidaires. Et là, comme nous disaient les gens de Suicide Action, on ne tourne pas autour du pot. On lui dit, as-tu déjà pensé à te suicider? Penses-tu actuellement à te suicider? As-tu des idées de genre-là? Comment tu comptes t'y prendre? Il faut évaluer à ce moment-là un peu la gravité de la situation, être capable de le référer à ce niveau-là. On a les connaissances, je vais les répéter ici. Ces 4 connaissances. Les 5 dimensions, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est un petit feuillet bien simple qui nous aide, qui nous sert de guide pour être sûr de ne pas rien oublier lorsqu'on fait nos interventions. C'est utile, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Nous, on sait qu'en complétant ça, on sait qu'on a fait l'entièreté, le tour du profil du père. Donc, puis on fait cette feuille-là va suivre chacune des étapes, okay, de l'accompagnement du père. Même quand il tombe dans les groupes de soutien, on peut se référer à la feuille pour voir où il se situe le papa. Qu'est-ce qu'il en est? Comprendre un peu cette situation. On valorise. Ça, c'est un point qu'on oublie de faire avec beaucoup des hommes. Les gars nous disent, écoutez, on a tendance à me dire ce qu'il ne faut pas que je fasse. Je ne suis pas bon, son estime de soi est grandement affectée. Nous, quand on a la chance qu'on le voit, c'est que le père a bien fait les choses dans une période extrêmement trouble, on lui dit, je ne sais pas si vous réalisez, monsieur, tout le travail que vous avez fait. C'est pas rien, là. Tout le travail que vous avez fait dans ces 2-3 semaines-là, où il y avait énormément de chambardements, de périodes difficiles, malgré tout ça, félicitations, c'est tout un travail. Vous êtes bien parti. Donc, ça l'invite à continuer dans la même voie, à poursuivre à ce niveau-là. On va utiliser aussi la générativité. Pourquoi qu'on se sert de ça? C'est très simple. Quand on voit des fois que c'est un peu plus difficile, que le papa a de la difficulté, on dit, tu as des valeurs à léguer à tes enfants. Okay? Que souhaiterais-tu que tes enfants retiennent de ton attitude, de ton comportement dans cette période-là difficile?
que tes enfants, qu'est-ce que tu aimerais comment tes enfants résumeraient ta façon de faire dans cette période-là difficile, lorsqu'ils seraient plus vieux ou qu'ils en parleraient à leurs enfants. OK? Et quel genre aussi de valeurs que tu aimerais laisser à tes enfants. Donc, on l'amène à réfléchir sur, bon, ben, est-ce que c'est correct? Comment que mes enfants pourraient se sentir? Parce que les enfants, la relation père-enfant est pour nous toujours, constamment, un point d'ancrage qu'on maintient et qui nous aide pour des changements d'attitude. Et la justice participative, comme je vous l'ai dit. OK. Pierre, tu as une question, Pierre? Non, je vais juste te dire qu'il était à 12h30. OK, parfait. Bon, je roule. J'achève. La justice participative, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est la médiation. On mise sur une approche qui est collaborative, qui va éviter de judiciariser le processus. L'apprentissage et l'entraide, c'est parce que dans notre modèle, nous, on a prévu de la rétroaction. Donc, on mise beaucoup. Dans des cas difficiles, on se réunit l'équipe, on le partage, on regarde, est-ce qu'on a bien fait les choses? On apprend de l'expérience des autres. Bon, est-ce qu'on peut faire autrement? À la limite, on rappelle le père, on regarde un peu à faire des suivis et tout. Donc, on s'assure de bonifier continuellement notre approche auprès des pères. Le processus de deuil, le fameux processus de deuil que je vous parlais tout à l'heure, qui a 25 ans, développé avec la Maison Montbouquet, basé sur une approche en soins palliatifs je pense qu'il y a une psychologue qui s'appelait Elisabeth Kubler-Ross, qui faisait de l'accompagnement aux mourants et les aidants, et qui montre un peu les différentes étapes par lesquelles passent les pères en phase de séparation. Les 2-3 premières étapes, les 2 premières, ce sont des périodes de protection. OK, le gars est dans le choc, va s'isoler, ou il va être dans le déni, va compulser dans le travail, la boisson, l'alcool, le sport, beaucoup de sport, OK? Mais à un moment donné, les émotions l'emportent sur le reste. Et là, ce que Jean Montbouquet appelait cette période-là ici, l'expression des émotions, comme la grande braille, où là, tout lâche. Les barrières tombent et les pères en pleurent un coup, nous arrivent souvent des fois en colère, l'angoisse. Les principales ici, c'est les principales émotions que l'on note, nous, dans nos interventions, mais il y en a beaucoup plus de cela. La culpabilité, la honte, hein, les gars, c'est dur, c'est honteux. Être en séparation, ils n'en parlent pas. OK? Et beaucoup de tristesse, évidemment. Mais par la suite, il y a des progressions. À un moment donné, à force de nommer ce qu'ils vivent, à force de se faire accompagner, de se faire aider de la bonne manière, l'homme finit par voir une forme d'apaisement. Okay? On sent, le père va nous dire, écoutez, c'est plus pareil, je ne sais pas, il y a plus d'espoir. J'ai appris à lâcher prise. Il y a des choses qui ne me reviennent pas, qui reviennent à ma conjointe ou à mon conjoint. Et ce n'est pas à moi. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer de ne pas réagir à ça, de m'en tenir à une ligne de conduite qui est exemplaire. Et au fur et à mesure, il y a découverte d'un sens à la perte, où le père apprend à reconnaître ses gains, ses forces. Il y en a plein. Hein? Pas pour rien que nous, on dit grandir dans la séparation parce que c'est possible de le faire. Le père apprend à faire preuve d'ouverture, mais aussi, dans cette étape-là, à mettre ses limites. Dire, écoute, j'entends ce que vous me dites, j'entends. Puis ça inclut le conjoint, la conjointe, comme les enfants également. Parce que les enfants ne sont quand même pas idiots, ils savent qu'il y a une possibilité de négociation à deux niveaux, donc ils peuvent s'en servir pour amener les parents à pencher en leur faveur et autres. Et on vise évidemment l'échange des pardons, ou autrement dit, apprendre à pardonner dans un premier temps et éventuellement pardonner à l'autre. Et comme je vous disais tout à l'heure, point de pardon n'est possible quand il y a un conflit entre les parents. Le voilà, le fameux feuillet des 5 dimensions. Très pratique. Ça a l'air simplet, là, mais ça nous évite d'oublier des choses. Le père est en premier. Nous, ce qu'on veut savoir, comment il se sent, son état de santé, bien-être en priorité. OK? Comment il se sent? On a ici, dans cette portion-là, on va écrire à peu près le sommaire séparé depuis tant de temps. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est voulu. On a quelques mots qu'on utilise. Séparé, l'exemple depuis 2005,
était conjoint de fait ou marié ou autre, comment il se sent, son état de santé, son objectif principal. Il nous contacte pourquoi? Pourquoi nous contacte-t-il? Quel est le but? Quelle est son attente face à père séparé? On va aller dans près ses enfants, l'âge des enfants, leur prénom, comprendre, être capable que si ce gars-là nous rappelle, que si Pierre nous rappelle, qu'on puisse lui dire comment va Jean, comment va Marie, ta fille. Tu sais, la dernière fois, tu sais, on lui démontre qu'il est important pour nous. Donc, d'être capable de garder en ce père-là des données qui sont intéressantes, voir aussi comment ça se passe avec ses enfants. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a de l'entente? Tu sais, comment se déroulent les échanges de garde? On garde aussi les communications et les contacts avec la maman. Vous savez, avec l'autre conjointe ou l'autre conjoint comme tel, comment ça se déroule? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce que le conflit est présent? Qui est-elle, cette personne-là? Son salaire, ses activités, son niveau d'échange. On valide aussi avec le père comment il l'aperçoit. Tu sais, on lui dit, des fois, ils vont nous dire, ah, elle est spéciale, mais en bout de ligne, c'est une bonne mère. Je lui fais confiance pour les enfants. C'est quand même pas rien quand un homme nous spécifie ces choses-là. On regarde aussi sur l'aspect légal. Est-ce qu'ils ont des problématiques avec la justice? Est-ce qu'il y a un avocat? Est-ce que c'est en cours? Sont-ils capables d'aller en médiation? Et on n'oublie pas l'aspect financier. As-tu besoin d'aide? Arrives-tu? As-tu besoin qu'on te réfère à des ACF pour aider à gérer ton budget? As-tu besoin d'avoir recours à des organismes qui offrent de l'aide alimentaire et autres? En tout cas, on essaie autant que possible de le référer à une banque d'organisations qu'on sait qui peuvent leur venir en aide à ce niveau-là. Okay? J'ai résumé ici, ce sont, somme toute, les principaux points qui peuvent être pris en considération pour s'assurer de bien faire les choses. Le gars nous appelle, ça prend une réponse rapide. Il ne faut pas que ça niaise. Les gars n'aiment pas quand. Ils n'aiment pas laisser des messages sur le répondeur, sauf qu'on a 2 lignes. C'est quand les 2 lignes sont pleines, qu'on est en intervention pendant 1 heure au téléphone, c'est difficile. Cependant, on arrive quand même sur les 1800 appels qu'on a reçus, 38% se prennent sur le champ. Okay? On répond. Comme on dit en bon français, on the spot. On est capable de répondre, retourner les appels et tout. On tombe à 72% en dedans de 6 heures, entre 2 à 6 heures du premier appel, et au plus tard, c'est le lendemain. Au plus tard, la grande majorité, et c'est pareil pour les courriels. Donc, ça niaise pas, il faut que la réponse soit rapide. On établit un climat de confiance dès le premier contact, avec une écoute pleine, entière, sans jugement, avec relation d'aide. Permettre au père de lui laisser l'espace. Pour ça, des fois, les interventions, et je vous dirais, entre autres, depuis la pandémie, là, et ils sont très longues. Le premier contact qui était de 30 à 40 minutes, il est maintenant de 40 à 60. Okay? Où le père a besoin de vider son sac. On le laisse vider son sac. Et c'est là qu'à un moment donné, qu'il se présente, j'appelle ça une fenêtre d'intervention, où tu sens que la pression est suffisamment basse pour être capable de lui dire, me permettez-vous de vous donner quelques trucs, monsieur? Et c'est là, il dit, oui, enfin. On sent que ça lui a fait du bien. Il a vidé son sac et là, on peut y aller dans quelque chose de plus sérieux. On essaie de faire un bon triage pour mieux respecter nos limites. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des avocats, on n'est pas des thérapeutes non plus. Et on veut savoir, est-ce que ce père-là peut être mûr pour les groupes de soutien, sachant que c'est notre principal outil de transformation et de soutien pour les pères séparés. On fait aussi, après le triage, la façon dont ça se passe, le père appelle, on fait le triage pendant l'appel, et après ça, on sédule une rencontre avec un coach, avec un accompagnateur, où là, on fait ce qu'on appelle une rencontre exploratoire, et ça le plus rapidement possible. Il ne faut pas que ça attende. Le jour même, le lendemain, dans la semaine, ou selon les disponibilités du père. C'est toujours, je vous l'ai dit, pour lui, mais avec lui. Donc, on essaie de lui faciliter les choses. Nos heures, d'ailleurs, sont de 10 heures à 6 heures, mais des fois, on peut prendre un pas quand même tôt le matin, sur l'heure du lunch, après les heures de travail, si ça peut l'aider, on est flexible là-dessus. Prendre le temps de bien comprendre son histoire en lui évitant de se répéter.
C'est à ça que sert la fameuse feuille des 5 dimensions, c'est qu'on évite au père d'être obligé de redire les choses. On va le baliser au besoin et au bon moment pour lui refléter ses bons coups, puis accroître son estime de soi, puis aussi l'inciter à poursuivre dans la même voie. On utilise la générativité, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour des changements de comportement. Et à la toute fin de nos approches, de nos conférences, de nos appels et autres, on s'assure de résumer en 3 à 4 points principaux les choses à faire. C'est une période trouble, donc 3 à 4, c'est probablement ce que peut retenir facilement le cerveau et ce qui fait en sorte que le père se sent plus à l'aise, il sait qu'il y a 3 à 4 points à à prendre en considération et on valide évidemment son niveau de satisfaction tout en gardant ce qu'on appelle le principe de la porte ouverte. Monsieur, vous nous connaissez notre numéro de téléphone, n'hésitez pas à nous rappeler s'il y a des choses qui vous semblent pas claires ou que vous avez à nouveau besoin d'aide, tout en lui donnant des ressources. Personne ne quitte par séparé sans avoir eu de l'information ou des ressources, ne porte pas les médias dans le fond. OK? Si on regarde maintenant l'impact de l'accompagnement, on pense, mais ça, je vais y aller rapidement, pour montrer qu'on est un père qui est compressé en tous ces volets-là, volet justice, les actions, le budget, peu les enfants, pour arriver à un père plus épanoui, voit plus ses enfants, meilleur contact avec sa conjointe, on le souhaite, le budget plus en contrôle, la justice, bien, rendu à un certain niveau, il a appris à la maîtriser, appris à bien faire des choses et autres. On va juste rapidement prendre des enfants. Pierre, il me reste combien de temps? 5 minutes? Environ. Bon, parfait. Je vais faire ça rapidement. Les besoins des enfants, on a tendance à les oublier, mais tout se structure, nous, dans notre accompagnement autour des enfants. Les besoins sont simples des enfants. Aimés par leurs 2 parents, accès égal à leurs 2 parents, que les parents assument leurs responsabilités parentales. Ne nous mêlez pas, s'il vous plaît, comme enfants, à vos guéguerres d'adultes. Laissez-nous de côté, assumez vos responsabilités. Ça ne sera pas dit directement, mais ce sont leurs attentes comme telles. Que chaque parent leur laisse l'espace nécessaire pour aimer l'autre et que les parents se parlent, travaillent ensemble pour leur santé et leur bien-être. Pension alimentaire, rapidement, écoutez, je vous le mets parce que c'est un élément qui nous arrive régulièrement. Okay? Le côté de la pension alimentaire, c'est difficile à accepter. Les pères ont de la difficulté à comprendre que la pension alimentaire est défiscalisée, c'est-à-dire ils ne peuvent pas mettre ça sur leurs impôts et l'autre conjoint qui la reçoit n'est pas obligé de la déclarer dans ses gains. Donc, ça, c'est difficile à accepter comme tel. Et on a de la difficulté à comprendre que c'est un montant d'argent de base qui sert uniquement à la nourriture, le logement, l'habillement, mais vraiment de base. Vient en plus de cela calculer au prorata des revenus des 2 parents, donc tout ce qui trouve les frais qu'on dit exceptionnels, garderie, transport en commun, grosse sortie, la grosse soude d'hiver qui coûte cher, le dentiste, les spécialistes, cégep, université, équipements sportifs et autres, ça n'entre pas dans la pension alimentaire. Okay? Cependant, ce qui est important, je l'ai mis en bas ici, le parent doit aviser, consulter l'autre parent avant d'engager des frais particuliers. Autrement dit, si un parent arrive, puis il y a le massothérapeute à toutes les semaines, puis le papa est pris à la gorge, je vais dire, écoute, j'aimerais que tu m'avises dorénavant quand tu vas vouloir procéder là-dessus. L'autorité parentale, pour terminer, l'autorité parentale, c'est un point important parce que la grande crainte des papas qui nous contactent, je vais perdre tout contact avec mes enfants, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a toujours des droits sur ces enfants, ce monsieur-là. Si son nom est inscrit sur le certificat de naissance, il possède des droits, mais il y a aussi des obligations comme parent. C'est l'ensemble des droits et des obligations que les parents ont envers leurs enfants de la naissance jusqu'à 18 ans. OK? Et ça vise à en assurer la garde, les surveiller, veiller à leur sécurité, à leur éducation, les nourrir et prendre soin d'eux.
Et évidemment, l'un a un droit de regard sur l'autre. C'est pour ça que j'ai mis ici de l'autre côté, après la rupture, qui prend les décisions concernant les enfants? Les deux. Les deux parents prennent des décisions là-dessus. Évidemment, s'il y en a un qui a plus la garde que l'autre, lui, il va avoir la possibilité de prendre ça au quotidien, tandis que l'autre va le faire à distance. Mais ce que j'ai mis dans le bas, c'est bien important. Pour toute décision importante concernant les enfants, le parent qui n'a pas la garde doit être consulté. OK? C'est bien important, ces choses. Écoutez, ça termine ma présentation. OK? Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions, Pierre? Il y en a une qui vient d'apparaître. Donc, Jean-François nous dit un groupe de soutien, y a-t-il un intervenant dans chaque groupe? Le sentiment d'injustice tire souvent, selon mes observations, ses racines dans une forme de déresponsabilisation. Avez-vous des constatations similaires chez Pères séparés? Okay. Ben, en réponse à votre question, monsieur, je vous dirais dans un premier temps, oui. Je vais arrêter le partage, si tu veux, Pierre, peut-être. Okay. Oui, effectivement, il y a un intervenant dans chacun des groupes de soutien, intervenant qui est accompagné d'un co-animateur. Ils sont des pères qui ont fait un cheminement dans leur processus de deuil, pour qui la séparation est rendue à un niveau supérieur, dans le sens qu'on n'est plus comme tel dans le conflit, où il reste peut-être des petites bribes, mais c'est très peu, et on se fait accompagner par ces gens-là. Puis ils servent aussi de modèle. On constate, oui, un grand sentiment d'injustice, mais c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un bon mix de pères qui ont évolué à un certain niveau. Parce qu'il y a des règles là-dedans. Une des règles, entre autres, c'est d'éviter les généralités. Que le père comprenne qu'il y a peut-être eu des difficultés avec son avocat, qui s'est senti non écouté ou qui a eu l'impression de s'être fait exploiter, mais ce n'est pas tous les avocats qui sont comme ça. Ce n'est pas tous les moments qui sont difficiles non plus. Ce n'est pas toutes les femmes. On essaie d'éviter ce genre de généralité-là et on les avise qu'on n'accepte pas ça. Et les pères le savent, ils respectent cette structure-là. C'est pour ça qu'au début du groupe de soutien, on précise comme il faut les règles. On évite les généralités, on parle au je. On apprend au père à parler au je. Je souhaite, je demande telle chose et je exige pourquoi. Pourquoi je demande ça? Donc, ça évite d'être dans le blanc, on ramène ça à soi comme tel. Mais oui, on constate ce sentiment-là dans nos rencontres, effectivement. Une autre question, René. Oui. Quelle posture prenez-vous dans les situations où il y a de l'aliénation parentale? Oh my God. Bien, première des choses, il faut comprendre que l'aliénation parentale est extrêmement difficile à prouver. Je vous dirais qu'on se retrouve plus souvent qu'autrement. Première des choses, quand le père, les pères ont l'aliénation des fois facile. On lui dit, OK, bon, ben, elle fait de l'aliénation. Okay. Bon, ben, peux-tu me donner un exemple? Donc, il nous explique ça. Et on dit, OK. Tu sais, l'aliénation parentale, c'est sérieux. Quand tu amènes ça en cours, là, ça se prouve par des experts, une expertise psychosociale. C'est très, très difficile à prouver. Et je vous dirais que quand on lit, j'en ai lu des expertises, et plus souvent qu'autrement, j'appelle ça mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que oui, c'est beau, on reconnaît telle affaire, mais on va dire aux deux parties qui ont du travail à faire. Donc, on se prononce, on ne se prononce pas. C'est très, très rare qu'on va arriver à dire fermement, je l'ai vu, je l'ai lu. À un moment donné, on va dire, bon, ben, il y a eu de l'aliénation parentale et on impose telle affaire, on change la garde ou des choses du genre, mais c'est extrêmement difficile. On est plus dans du conflit de loyauté. C'est pour ça qu'on dit aux pères, faites attention. On va les référer. On travaille beaucoup avec un groupe qui s'appelle le Carrefour Aliénation Parentale Québec. Ils ont d'excellents outils, ils ont des spécialistes sur place, des cafés rencontres, qui est capable de donner des trucs. Il y a un père qui récemment, on a aidé, il s'est présenté à nous dans les groupes de soutien, ça fait à peine un an, et ce gars-là pleurait, il dit jamais je n'aurai de contact avec mes enfants. Okay? Parfait, c'est fini. Et pour lui, c'était une tristesse incroyable. Là. On lui a dit, ben, est-ce qu'ils ont des Facebook? Oui. Ils ont des réseaux sociaux? Oui. Est-ce que tu as été coupé de ces réseaux sociaux-là? Non. Ben, c'est un signe. Tu sais, s'ils n'ont pas fait le vide de ce père-là autour d'eux, donc, ça veut dire qu'il a quand même maintien un lien. On lui a donné des trucs. Il a travaillé avec le Carrefour Aliénation Parentale et ça a donné d'excellents résultats. Son fils récemment, pour sa fête, est venu lui faire un gâteau chez lui. Pas rien, hein?
Il ne lui parlait pas du tout. Il voulait lui faire un gâteau chez lui. Et son plus vieux, qui était à l'étude à l'étranger, lui a dit, je déménage dans la région et on va se voir plus souvent, papa. Vous voyez un peu comment la persistance, comment envoyer juste des petits mots de temps en temps aux enfants. Je pense à toi, tiens, j'ai retracé cette photo-là, est importante et ça me rappelle quand on est allé au chalet, des choses de genre, sans rien attendre en retour. On ne leur demande rien. Et on laisse venir les enfants. Les enfants apprécient ces choses-là. Ils n'ont pas de pression parce que c'est difficile pour les enfants. Ils sont pris entre l'arbre et l'écorce. Ils sont pris entre les deux parents et ils ont de la difficulté à faire leur choix. Et plus souvent qu'autrement, ils vont pencher pour celui ou celle qu'ils trouvent le plus faible ou qui est leur principal gardien. Okay? Donc, il faut s'attendre à ça. Autre question? Donc, oui, une autre question sur les personnes, la provenance des personnes que vous recevez. Est-ce que vous recevez des personnes de l'extérieur de Montréal, c'est-à-dire là, les régions limitrophes, là, le 450, Montréal, Oui, oui. Laval, oui. Oui, et je te dirais, Pierre, que la majorité de nos appelants, les personnes qui nous contactent, 64-65% viennent du Grand Montréal, c'est-à-dire l'île, Rive-Nord, Rive-Sud. OK, mais Rive-Nord, on parle jusqu'au Laurentides, là, et Rive-Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu, Varennes, Salaberry-de-Valleyfield, là, c'est Rive-Sud pour nous, ça. Okay? Ça fait qu'on tire plus large. Mais on accompagne aussi des pères, je vous dirais, de Québec. Moi, je suis des pères de Québec. Je suis des pères de Sherbrooke. Mes collègues également. Donc, d'un peu partout. Trois-Rivières, les appels nous rentrent d'un peu partout. Okay? Okay. Il y a une personne, il y a Jean-François aussi qui demande là, comment approchez-vous les dossiers où il y a des situations de violence conjugale, qu'elles soient déclarées, reconnues ou non? Bien, on essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Si on voit qu'il y a vraiment une problématique, on invite le père à consulter. Aller voir des groupes comme à Montréal, on a programme, il y en a un peu programme, c'est-à-dire il y en a un peu dans pas mal toutes les régions, à Cœur d'Homme aussi, le groupe à Cœur d'Homme. Quand on est face aussi à des cas de violence conjugale où c'est le père qui est victime de violence conjugale, je sais que quelques groupes à Cœur d'Homme ont la possibilité de les accompagner, ces gars-là. On leur donne des trucs, on essaie à un moment donné, autrement dit, quand je vous dis qu'on leur apprend à parler aux jeunes, donc à ramener à eux, donc d'être moins dans le blâme, d'être moins dans l'accusation, de ne pas revenir dans le passé, s'en tenir au présent, à ses enfants, penser au futur. J'ai accompagné un père où je faisais uniquement de la gestion courriel, où on s'écrivait des 2-3 pages, on se répondait, puis on a dit, bon, ben j'ai travaillé avec ta page, j'ai dit, écoute, regarde, on va stopper ça. Okay? Où est sa question dans ce document-là? Mais c'est le paragraphe qui est là. Bon, ben, répondons à ce paragraphe-là. Et le père a été félicité parce que le père et la mère copiaient tous les intervenants, DPJ, travailleurs sociaux, moi y compris. Donc, c'était incroyable. Lire ça, on en avait le haut le cœur, tellement que c'était complexe et difficile à traiter. Donc, on a stoppé ce processus-là en se concentrant strictement sur les demandes en lien avec les enfants. OK. Il y a Guy qui pose la question sur, parmi l'ensemble des hommes et des pères que vous recevez, quel pourcentage là, utilise la médiation familiale? Oh my God! Il faut que vous sachiez, comme je vous le disais, on a de 10% plus, j'allais dire élevé, le plus complexe qui nous appelle, donc, où le conflit est très intense. Je vous dirais, dans notre cas à nous, c'est peut-être 15-20%. La grande majorité, ils sont obligés de judiciariser le processus. Donc, c'est de bien les accompagner. Pour ça, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps, vous montrer un peu les outils qui existaient, parce qu'il existe des gratuités, des ressources gratuites auxquelles les pères peuvent avoir accès, à aller valider des choses. Là. Mais c'est très peu. Mais ceux qui y vont en médiation, moi-même, lorsqu'on s'est séparés, on l'a fait en médiation et il n'y a rien pour égaler ça, okay? Parce qu'on met la table à quoi de beaucoup plus grand. Quand tu arrives à t'asseoir et à décider pour l'avenir de tes enfants, pour des années à venir jusqu'à leur majorité et même au-delà, écoutez, nous, on est sorti un document de 30 pages recto verso, okay? Et on l'a consulté une seule fois depuis qu'on l'avait fait, ce document-là. C'est quand, peut-être 10 ans après, il a fallu vendre la maison. On ne se rappelait plus qu'est-ce qu'on avait décidé. Il a fallu rouvrir le document pour voir qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus.
Mais si la personne, si le médiateur fait bien son travail, là, ou la médiatrice, c'est une vraie merveille. Okay? Ça ne coûte rien à part ça, okay? À part l'homologation. Okay? Une petite dernière question dans la zone de clavardage, René, pour toi. Oui. Est-ce que les services que vous offrez sont dans la langue anglaise aussi? Bilingue. Nos services sont bilingues, mais si on pouvait le faire trilingue, espagnol, on le ferait. On regarde à l'heure actuelle, mais déjà, ils sont bilingues. Les groupes de soutien, à tous les 2 mardis, on a des groupes en anglais et on a des groupes en français à tous les mercredis. Okay? Et tout se fait de façon bilingue. Notre documentation, notre site web est bilingue et tout. Là. On essaie de fonctionner. Ben, à vrai dire, on est à l'image de notre milieu de vie. Là. La grande région de Montréal, c'est français-anglais, donc on essaie de respecter ça le mieux possible. Donc, moi, j'ai plus de questions. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui voudraient ouvrir leur caméra ou prendre la parole pour poser d'autres questions, mais je tiens à dire, René, que dans le fil de discussion, il y a beaucoup de félicitations, de bravo pour la qualité de ta présentation, puis sans doute aussi pour la qualité des services que vous offrez à Pères séparés. Comme tu le disais tantôt, vous rejoignez 10% des hommes là, qui sont le plus vulnérables dans une situation de séparation conjugale. Les autres qui en ont besoin, des fois c'est plus facile, des fois c'est moins facile, mais vous, que vous rejoignez, qui vont vers vous. Donc, c'est un service qui est vraiment primordial pour des personnes qui, des fois, qui sont plus éloignées là, de ressources, qui n'ont pas nécessairement de soutien naturel autour d'eux. Donc, moi, je me joins à eux, à ces personnes-là, dans le fil de clavardage, pour les personnes qui sont présentes là, pour vous adresser nos sincères félicitations et remerciements pour votre participation à cette activité du ROIM. Merci beaucoup, René, puis merci à toute l'équipe aussi là, à Pères séparés. Je regarde là rapidement, vous êtes une ressource essentielle, donc c'est super bon. Je pourrais te les envoyer des commentaires également, René. Donc, si je n'ai pas d'autres questions, je vous remercierai. Comme je vous le disais, d'ici la fin de la semaine, on va vous envoyer une communication courriel dans laquelle vous allez retrouver l'enregistrement de l'activité de ce midi, la présentation de René. Après ça, un autre document, là, un article scientifique sur l'approche qui est appliquée par Pères séparés, un petit sondage d'appréciation, puis le certificat de participation à votre présence là, ce midi. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite un très bel été. Merci d'avoir participé aux conférences midi en santé et bien-être des hommes du ROIM. Puis, sur ça, je vous dis à la prochaine. Merci, René. Bye bye.